Lectrice sauvage. Lectrice sauvage. Lecture sauvage. Une lectrice boulimique. Carnivore peut-être. J'adore toucher les livres. Stay wild, keep reading. Le podcast qui donne envie de lire. Animé par Sylvia Mine et produit par Reading Wild. Alors Marie Modiano, bonjour. Bonjour. Je suis très heureuse de vous recevoir pour notre podcast Stay Wild Keep Reading. Vous êtes chanteuse, musicienne, écrivain. Vous écrivez beaucoup de poèmes. Et moi qui ai eu le bonheur de vous voir sur scène, il y a toujours comme ça un petit moment magique avec votre complice Peter von Paul, musicien. Vous prenez un livre et vous nous donnez comme ça des textes, des poèmes que vous avez écrits. Donc naturellement, on avait très envie de vous recevoir pour parler de votre rapport à la lecture et de vos livres préférés. Alors Marie, on a une question rituelle dans Stay Wild Keep Reading, c'est Marie Modiano, quelle lectrice êtes-vous ? Une lectrice assez, pas compulsive, assez lente et assez organisée, et je crois que j'ai jamais réussi à ne pas terminer un livre, même un livre qui m'ennuyait à mourir, il fallait que je le termine jusqu'au bout. Donc un rapport assez méthodique à la lecture et bien sûr en premier émotionnel puisque je lis toutes sortes d'ouvrages mais principalement de la poésie et des romans. Donc de la lecture pour l'âme et le cœur. L'amour pour les livres, c'est venu tout de suite. Vous êtes né évidemment dans une bibliothèque pas comme les autres. Vous avez quand même un papa qui est prix Nobel de littérature. Est-ce que c'était évident ? Est-ce que c'était justement au contraire, on avait peut-être envie de se construire autrement ? Moi, ça m'a toujours semblé dès mon plus jeune âge évident, ce rapport aux livres. Il y avait des livres partout à la maison. Quand je dis partout, même dans les placards de vêtements, le livre a toujours été en premier un objet omniprésent. Beaucoup, ma mère, mon père, ma grande sœur. Je me souviens juste de l'impatience de savoir lire. Et je n'ai pas su lire spécialement, parce qu'il y a des gens qui disent j'ai su lire à 3 ans, moi j'ai su lire à 6 ans, comme tout le monde, en allant à l'école. Mais j'avais une impatience de lire qui me brûlait parce que je voyais tout le monde autour de moi lire, donc je faisais un peu semblant avant de savoir lire, mais c'était assez ennuyeux. Donc quand j'ai pu lire, enfin une porte s'est ouverte et voilà, la vie a commencé, je peux te dire. Et alors le premier contact, les premiers livres dont vous vous souvenez ? Alors déjà des livres qu'on m'a lus. Souvent, en effet, c'était plus mon père qui me lisait, voilà, avant de s'endormir. Enfin, comme j'avais une grande sœur, les tâches devaient être un peu partagées entre moi et ma grande sœur. En tout cas, j'essaie plus, bien que ma mère se soit énormément occupée de moi. Pour la lecture, je pense que c'était une petite histoire comme ça avant de s'endormir, plus lue par mon père. J'ai des souvenirs d'un livre que j'adorais, même avant de savoir lire, mais on le lisait, ma sœur me le lisait, c'était Little Nemo, Ouais. donc la bande dessinée, et ça c'était pour moi le rêve, un autre monde qui en même temps était excitant et voilà, la lecture par le rêve, puisque c'est l'histoire d'un petit garçon qui ne cesse de rêver et chaque page, c'est les rêves qui fait la nuit. J'ai lu... il y avait un rapport aussi peut-être différent, parce que maintenant, c'est beaucoup de choses passent par les ordinateurs, mais moi, je m'en souviens vraiment d'aller au kiosque et d'acheter des bandes dessinées de Mickey, le Mickey Magazine. Donc ça aussi, il y avait le rituel d'aller chaque semaine chercher son journal, et ça, j'aimais bien. Très petite, vers 6 ans. Et après, très vite, voilà, j'ai commencé à découvrir... je dirais que c'était plus vers 10-11 ans, voilà, des auteurs qui comptent encore aujourd'hui pour moi. Comme qui, par exemple ?
Je dirais en premier Jack London, qui je l'ai découvert évidemment par les livres pour les enfants, mais c'est vers 11-12 ans que, par le livre dont je parle souvent, Martin Eden. Martin Eden. Vous avez écrit une chanson J'ai écrit une chanson sur votre premier album. Voilà, Auckland. sur le deuxième. Deuxième. Ouais. Et j'ai écrit une chanson pour ce personnage parce que c'est un livre qui, pour moi, est universel et je l'ai offert à beaucoup d'amis. Et pourquoi c'est universel ? parce que c'est un livre qui, déjà, parle de la vocation artistique. Donc, pour quelqu'un qui est attiré dès son plus jeune âge par justement, c'était encore assez flou, peut-être vers 11-12 ans, entre la scène ou l'écriture, c'est normal. Bah oui, c'était déjà très tôt. mais ce personnage qui, contre vents et marées, va aller au plus loin lui-même pour s'accomplir dans son art. Là, en l'occurrence, c'est l'écriture. Ça m'a complètement... ça m'a donné de la force, en fait. Ça a été une sorte de chose qui vous accompagne toute la vie et qui vous donne de la force de penser justement à... Parfois, c'est des gens qu'on rencontre dans la vie, mais parfois, c'est des personnages dans des livres ou ça peut être aussi dans des films. Et ce Martin Eden, je pense qu'il a accompagné beaucoup de gens, parce que je l'ai offert à des gens qui lisaient très peu, d'autres qui lisent beaucoup. Les gens sont quand même, la plupart du temps, assez bouleversés par ce livre. Et Jack London, encore une fois, c'est un écrivain complet qui à la fois parle de choses sociales, un rapport très fort justement documentaire aussi, documentaire, à son temps, ouais. au rapport humain, et un écrivain complet qui a beaucoup compté. Et encore une fois, les romans, je pense, soi-disant pour les enfants, c'est des romans aussi pour les adultes, c'est très profond. Comme les contes, je crois que oui, vous... Voilà, comme les contes. Alors, aussi, donc, si on parle des premières lectures, il y a aussi des contes d'Andersen qui m'ont beaucoup marqué, mais presque en me faisant un peu peur. Ça fait un peu peur. Quoi. Mais tout cet imaginaire-là, je pense que j'étais prête dès le plus jeune âge à plonger. Voilà, à plonger. Jack London, vous l'avez découvert comment ? C'est vos parents qui avaient acheté le livre ? Qu'est-ce qui guidait vos choix de lecture quand vous étiez adolescente ? En effet, je partais d'un livre qu'on me conseillait, mes parents, et puis comme j'avais ce rapport un peu méthodique, je regardais ce qu'avait écrit. Si un livre me plaisait, les autres livres... Pour Jack London, ça a été ça. Peut-être j'ai lu en premier Cro-Blanc. Après, moi aussi. Voilà, Moi, je l'avais pris à la bibliothèque parce que c'était le plus gros livre. J'étais toute petite et c'était l'intégrale de Jack London. Voilà. Et on avait 2 semaines pour le lire. Et c'était une bonne raison pour moi pour le prendre. Et j'avais plongé dedans aussi. Et souvent, j'ai été conseillée quand même, que ce soit par mes parents, les deux. Peut-être aussi les lectures que faisait ma grande sœur. Et c'est ça que j'aime bien encore aujourd'hui dans l'écriture, de tracer comme une sorte de labyrinthe des lectures, puisque quelque chose vous mène à autre chose. Et c'est ça qui est fascinant. On découvre parfois sur le chemin des livres qu'on n'aurait jamais pu trouver, mais c'est presque des hasards parfois. Est-ce que vous étiez une enfant solitaire ? Et les livres étaient peut-être des compagnons ? Je dirais solitaire, mais dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que je pense que je m'amusais très bien toute seule et je m'amusais très bien en lisant. Donc j'aimais beaucoup être avec des amis, mais je crois que j'aimais beaucoup aussi... Quand j'étais avec les livres, rien ne me manquait, puisqu'en fin de compte, les personnages de livres peuvent devenir des amis. Ça, je l'ai souvent pensé. J'ai écrit une autre chanson, d'ailleurs. Ça, c'est plus sur des auteurs qui s'appellent Carson, Flannery and Jean. Donc, c'est Carson McCullers, Flannery O'Connor et Jean Rhys. Et pour moi, c'est vrai que ce soit des personnages de romans ou bien des auteurs qui m'ont marqué profondément, c'est comme des amis, en fait, parce qu'ils vous accompagnent, ils restent en vous, ils vivent en vous, donc c'est à l'égal des amis. C'est peut-être un peu étrange de dire ça, mais pour moi, je considère que
beaucoup d'auteurs m'ont accompagnée comme des amis. Donc vos amis, c'était Carson McCullers quand vous étiez adolescente? Bon, évidemment, quand j'ai découvert aussi à l'adolescence Carson McCullers et bien sûr Le cœur est un chasseur solitaire avec Mick Kelly, donc le personnage de la jeune fille voilà, qui va fêter ses 14 ans, ça a forcément résonné en moi parce qu'elle parle à la fois justement de la musique. Ça, elle a parlé beaucoup de la musique par ce personnage qui écoute comme ça, seul, en fumant des cigarettes. Je crois que c'est une symphonie de Beethoven et ça résonne en elle. Donc moi, forcément, ça résonnait en moi, ce rapport à la musique, cette errance qu'on peut avoir quand on est adolescent. Et encore une fois, Carson McCullers, c'est un écrivain qui... Voilà. D'ailleurs, ce titre est... Je ne sais pas s'il y a un titre. C'est un de mes titres préférés. Le cœur est un chasseur solitaire. Voilà, un écrivain du cœur, des rapports humains. Et c'est ça qui m'a profondément marquée. Et c'est fou de penser qu'elle avait juste 23 ans, je crois. Oui, c'est ça qui est incroyable. Parce que c'est tellement... Comme si c'était quelqu'un qui avait vécu toute une vie. Jean Rhys aussi a beaucoup, peut-être un peu plus tard, je l'ai découvert aussi conseillé par des amis. Oui, vous partagiez vos lectures avec vos amis. Souvent aussi, j'avais des amis qui aimaient bien lire, d'autres qui n'aimaient pas du tout lire, mais c'est vrai que quand on peut partager, c'est pas forcément... J'ai pas forcément eu ce rapport de parler pendant des heures de livre, parce qu'il y a quelque chose aussi... Quand vous me posiez la question plutôt quel genre de lectrice, assez secrète aussi, assez personnelle. Après, j'aime échanger sur les livres, mais je pense que si on offre un livre à quelqu'un ou si on prête un livre à quelqu'un, on n'a presque pas besoin de parler, puisque on veut faire passer quelque chose, une émotion, et souvent, même si que ce soit un ami ou quelqu'un dont on est amoureux, si on donne un livre, c'est pas innocent. Tel ou tel livre, ou un livre de poésie, ou tel roman, souvent, c'est des mots qu'on veut dire à travers ce livre. Donc, j'aime cette idée qu'on s'approprie en fait les livres, et si on l'offre à quelqu'un, c'est un peu de soi-même aussi qu'on offre. Oui, et donc vous aimez, vous offrez beaucoup de livres à vos amis? J'ai offert en effet beaucoup de livres à mes amis, aux gens que j'aime, puisque pour moi c'était toujours un moyen de... Peut-être il y a des moments dans la vie où on est trop pudique pour exprimer tel ou tel sentiment ou pour faire passer une émotion, même si elle n'est pas forcément amoureuse ou amicale, et que les livres vous permettent de dire des choses, même si c'est pas vous qui les écrivez. Enfin, après, on peut donner les livres qu'on écrit, mais c'est pas tout à fait pareil. Mais que ce soit par la poésie ou par le roman, comme on s'y retrouve. Pourquoi tel poème ou tel roman vous touche, c'est que quelque part on s'y retrouve. Donc le fait de le faire passer à quelqu'un d'autre, c'est très personnel. Et vous disiez Martine Eden, est-ce qu'il y a d'autres livres que vous avez beaucoup offerts? Oui, il doit y avoir des livres comme ça que j'ai... j'ai pas mal offert des livres de Carson McCullers, bien sûr. Valérie Larbaud aussi, j'ai ce livre-là, Les poésies de Hao par Naboth. Je l'ai pas mal offert parce qu'il m'a suivi. D'ailleurs, il est complètement déchiqueté. Oui, on voit qu'il vous accompagne avec depuis longtemps. Avec des vieux tickets de métro violets. Il y en a beaucoup de livres de poésie, T.S. Eliot, plein de choses qui me touchaient sur le moment, Pessoa. Après aussi, ça peut correspondre à des phases de la vie où on offre pendant une année tel livre ou quelques mois, parce Absolument. que c'est des choses qui résonnent en vous. Ramuse aussi, il y avait un moment où j'offrais à tout le monde Ramuse. Ouais, ça dépend des périodes. En fait. La poésie, justement, elle s'est imposée aussi vite que la littérature romanesque. C'était quoi le premier contact? Ça vient d'où?
Je pense que c'est venu très jeune aussi, peut-être à l'école, tout simplement le fait de, quand on vous donne des poèmes à réciter, déjà le plaisir de les réciter. Ouais. Parce le plaisir d'apprendre par cœur et de réciter et d'y mettre une certaine émotion. Ça, dès que j'ai découvert ça, il y avait quelque chose qui s'est quand même éclairé et j'ai compris qu'on pouvait encore une fois faire passer des émotions en récitant. Donc, premier rapport à la poésie. Puis après, je pense à l'adolescence, peut-être avec les premières fois en amoureux ou les peines de cœur. Le fait de pouvoir trouver refuge dans la poésie, comme si le poète, la personne qui avait écrit, vous comprenez mieux que n'importe qui. Et avait... Donc, c'était plutôt des choses liées à l'émotion. Et puis après, plus j'ai avancé en âge, plus évidemment le genre de poésie que j'aimais, c'est ouvert. C'était pas que des poèmes d'amour ou dans l'émotion. Donc c'était vraiment, je dirais, première étape, la récitation. C'est intéressant ça, l'interprétation. parce qu'à l'école, c'est pas évident, hein, justement. Non, souvent, moi j'ai tout le temps aimé ça. Le fait de faire passer, quand j'ai découvert qu'on pouvait faire passer des émotions à travers un texte, je me suis dit, et c'était par la poésie, parce qu'on apprend plus tard des choses, un peu des dialogues de théâtre, c'était vraiment par la poésie. Et d'ailleurs, ce plaisir est toujours resté, puisque c'est ce que je fais aujourd'hui, réciter des poèmes sur scène. Donc, et les écrire. À quel âge vous avez écrit vos premiers poèmes ? Je pense pareil à l'adolescence, vers un peu comme tout le monde, hein, vers 14-15 ans, enfin un âge où peut-être on n'est plus comment dire, en rapport avec ses émotions et ce qu'on ressent. Mais après j'écrivais des poèmes, mais je savais pas que c'était des poèmes, parce que quand je relis, j'ai gardé tous ces cahiers, je les illustrais aussi, et j'aime bien ce sentiment qu'on retrouve des choses qu'on a écrites, mais ça n'avait pas on comprenait pas le sens à l'époque. Absolument. Et puis peut-être 5 ans plus tard, 10 ans plus tard, tout fait sens. Et ça, j'aime bien ce sentiment. Et en fait, parce que j'ai publié assez tard mon premier recueil de poèmes en 2012. Ça faisait très longtemps que j'écrivais des poèmes, mais tout d'un coup, tout faisait sens. Le fait de organiser un recueil, c'est pas pareil que d'écrire des poèmes à droite à gauche dans des cahiers, sur des feuilles. Mes poèmes, ça a été d'abord des chansons. Mes poèmes se sont transformés en chansons. Mes chansons se sont transformées en poèmes. Donc, oui, qu'est-ce qui fait la différence pour vous ? Comment vous choisissez un poème qui devient une chanson ? Ils ne le deviennent pas tous. Dans Pauvre chanson et votre dernier recueil, voilà, il y a juste on retrouve il y a juste un chapitre sur ce que vous avez... Souvent, quand même, pour la chanson, je pars de la musique. Et je brode le texte dessus. Donc, ça m'est arrivé d'écrire des chansons avec le texte qui précédait, mais la plupart des chansons que j'ai écrites se brodent sur la musique. Donc ça, c'est la vraie différence. Et puis, c'est assez inexplicable. Il y a ce que j'aime bien aussi dans la poésie qui n'est pas chanson, c'est que cette musique, elle est là. La musicalité. Ouais. Elle est là, en fait. Et je parle souvent de musique sourde. Et donc, si j'entends de manière très distincte cette musique sourde, pas besoin de musique. Je dis pas qu'une chanson, c'est parce que, à défaut d'autre chose, hein, c'est différent. Mais cette musique, il faut qu'elle soit là. Et en fait, moi, je l'entends, en tout cas. Donc, c'est pas une musique qu'on joue avec un instrument, mais c'est une musique dans les mots. Donc, c'est très semblable, en fait. Vous êtes plutôt sonnet ou poésie narrative dans vos lectures ? Les deux. Alors, poésie très classique, des sonnets de Shakespeare, vraiment Musset, tous les romantiques. Moi, ça me bouleverse autant, les grands poètes, Verlaine, vraiment la poésie très classique. Et puis, vraiment... des choses plus abstraites ou plus à la frontière du récit poétique peuvent
peuvent me toucher aussi. Donc vraiment, c'est très vaste. C'est très tout ce qui est justement, on parlait plutôt de la Beat Generation. C'est très très vaste. Ça vous accompagne au quotidien? Vous lisez un peu de poésie tous les jours? Ou c'est des moments précis? C'est lié à des émotions souvent, précises? c'est des périodes où je relis les mêmes choses, un peu qu'on parlait plutôt d'offrir pendant une période les mêmes livres. Ouais. Donc quand même, grâce à vous, je découvre un peu mon rapport aussi avec un peu quand même pas obsessionnel, mais par période Si, comme un ça, petit peu. un petit peu obsessionnel compulsif, et obsessionnel. assez méthodique. Oui. Donc et après on passe à autre chose une fois qu'on a Ouais. on On est en nutrition après un petit peu, c'est en soi. Hein. C'est vrai qu'on absorbe. C'est voilà, c'est par phase aussi de ce qu'on traverse dans la vie, puisque c'est difficile, je trouve, de dissocier les lectures de la vie. Ou alors parfois il y a des lectures qui sont complètement qui ne vont pas avec la vie et c'est assez marrant aussi. Par exemple, vous avez une non mais lecture là justement qui va récemment, je pense où que j'ai beaucoup aimé d'ailleurs, Knausgaard. J'ai lu tout. Alors il y a des gens qui n'aiment pas du tout, mais je trouve que c'est un vrai écrivain contemporain comme il y en a peu, enfin en tout cas il a fait quelque chose de très particulier, de disséquer toute sa vie. Et là je l'ai lu, les derniers moments où j'étais enceinte, donc c'était très... Lui qui parle de la famille comme quelque chose d'atroce, comme une prison. Donc c'était marrant, cette espèce de décalage entre quelque chose d'assez joyeux que je vivais intérieurement et cette espèce de rage dans tout ce qui concerne justement la famille, la Scandinavie. Et moi, je suis très proche de la Scandinavie, étant mariée à un Suédois. Donc, alors, peut-être si je l'avais lu à un autre moment, j'aurais pas autant aimé, mais j'ai beaucoup aimé. J'ai lu, je crois. J'ai pas lu les deux. Je sais même pas si le dernier est traduit encore, mais j'ai lu jusqu'au tome 4. Je crois il y a des choses bien. Quelle est la place des livres aujourd'hui dans votre vie? Vous avez déjà lu des grands livres qui vous ont marqué. Est-ce que vous passez beaucoup de temps à relire, comme la poésie, ou est-ce que vous êtes toujours en curiosité, comme la Knausgaard, de découvrir de nouveaux auteurs? Malheureusement, j'en découvre pas assez et j'ai toujours l'impression que j'ai tellement de choses à lire que s'il y a un retard perpétuel. Donc c'est vrai que, bien sûr, je lis de la littérature contemporaine, mais il y a des choses je sais qui vont me bouleverser tellement, qui existent déjà, que du coup, c'est vrai, j'ai tendance à quand même déjà vouloir lire, parce qu'on sait plus ou moins pas ce qu'on va aimer ou pas, mais ce qui est important de lire pour nous. Donc, je ne sais pas vous, mais en tout cas, moi, j'ai perpétuel. Parfois, heureusement, on fait des découvertes et on lit des auteurs contemporains, mais que ce soit des choses que j'ai envie de relire, voilà, il n'y a pas longtemps, c'était l'année dernière, j'ai relu un de mes livres préférés, Au-dessous du volcan. Voilà, ce livre, je pense que je pourrais le relire, je ne dis pas tout le temps, mais du coup, déjà, ça fait du retard par rapport à tout ce qui doit être lu. Un exemple de livre, d'autres, Balzac. Je pourrais relire tout Balzac. Déjà, ça me prendrait beaucoup de temps. Et plus on avance en lecture, plus on prend du retard par rapport à... C'est vrai. Et c'est pour ça que c'est une belle image. Que ce soit Knausgaard, il se trouve que c'est le dernier, c'est agréable aussi ce sentiment d'aimer vraiment quelque chose de contemporain et de l'avoir quand même cueilli malgré dans tout ce qu'on veut relire ou ce qu'on a à lire de grands classiques. Donc ça, malheureusement, c'est trop rare parce que je parlais de Balzac. Je pense c'est peut-être un peu réducteur, mais relire Balzac toute ma vie ou Dickens, ça suffirait. Ça, c'est votre côté méthodique, monomaniaque. Voilà, ça pourrait suffire. Dickens, j'ai relu aussi Les Grandes Espérances il y a un an. Pareil, c'est des livres qu'on peut relire à l'infini. Vous partagez avec Peter, vous filez des bons plans? Oui, là, par exemple, justement, il lit quand même
plus en anglais, mais en français. Et je lui ai donné un livre que j'ai beaucoup aimé. Je crois que ça s'appelle « Mes films, ma vie » de Jean Renoir. Ouais. Et c'est tout. Vous aimez bien les biographies un peu, enfin les J'aime autobiographies ou J'en les ai récits. Pas assez, mais Charlie Chaplin, je crois Charlie aussi. Chaplin, Ouais. j'avais adoré. Mais il y en a quelques-unes comme ça, surtout quand c'est des artistes comme Jean Renoir ou Charlie Chaplin qui me touchent beaucoup. Et on s'aperçoit que ce soit, pour ces 2 exemples de livres, c'est des personnes très sensibles et très intelligentes. Et donc, ça me touche. Après, j'aime bien forcément des artistes que j'admire. C'est toujours intéressant de savoir ce qu'ils pensaient ou leur rapport À la création. à la création. Et il a l'air de beaucoup aimer Peter, en effet, et c'est assez marrant d'ailleurs quand il parle de son enfance, puisqu'il parle de son père Renoir, et c'est assez émouvant et touchant, et c'est un livre qui m'avait beaucoup marqué quand je l'ai lu, je sais pas quand, peut-être aussi, justement dans le livre aussi, j'aime bien retrouver comme ces vieux tickets de métro violets. Oui. Il avait retrouvé justement dans le livre de Renoir une vieille un papier d'hôtel en allemand. Alors il me demandait mais c'est où, et j'avais plus aucun souvenir. Donc aussi les livres, l'objet, ou qui soit voilà, presque plus, qui se déchire de partout, ça raconte la vie. un moment. Le On moment sent où la- on c'est a pour ça que lu le j'aime pas trop livre. prêter mes livres. J'aime beaucoup prêter tout, donner tout, mais mes livres. Qu'est-ce que vous apporte l'acte de lire que ne vous apportent pas les autres arts finalement La liberté totale. Parce que j'adore le cinéma, j'adore la musique, mais je trouve ça assez fascinant, le fait que quand on regarde quelqu'un lire, en fait, il est transporté ailleurs. On ne sait pas, c'est mystérieux. Il y a quelque chose de très mystérieux. Si on met de la musique, on entend ce que on le la partage personne... Voilà, on le partage. instantanément. Et c'est quelque chose de très intime, et en même temps, c'est un monde. Je parle souvent de monde intérieur, d'être relié à ces mondes intérieurs, de paysages intérieurs. Et c'est ça, en fait, la lecture, c'est tout d'un coup avec rien. D'ailleurs, c'est comme quand on écrit, parce que le cinéma, il y a toute une économie, la musique moindre, mais quand même, il y a une économie. En plus, moi, j'écris à la main. Après, je recopie dans mon ordinateur, mais j'écris tout sur des cahiers. J'aime cette idée qu'on n'a rien. On construit tout un monde avec rien, avec un papier, un stylo. Quand on lit, c'est pareil. On peut voyager, on n'a besoin de rien, en fait. Est-ce que votre amour des mots et de la lecture, est-ce que ça a conditionné votre création, ou en tout cas, quel rôle ça a sur votre inspiration, à votre avis ? Moi, je crois que c'est fondamental ce qu'on a lu, ce qu'on a vu aussi. Mais là, on parle de livres. Ce qu'on a lu, ça fait partie de... Encore une fois, j'aime bien cette idée de paysage intérieur. C'est chaque livre qu'on lit devient un arbre ou un soleil ou une rivière, et vous rend plus profond, plus différent, plus humain, plus grand et plus vaste. Et chaque livre, que ce soit un livre qu'on a aimé ou pas, vient s'ajouter à et c'est pas en taille, mais on devient plus vaste, et j'aime cette notion de devenir plus vaste pour pouvoir aussi donner plus par la création. C'est pour quelqu'un qui crée ou qui fait des choses, je pense que c'est important de dévorer ces livres, de les digérer aussi, parce qu'après il faut avoir le temps de digestion pour pas, par exemple, un livre qui vous a beaucoup marqué, peut-être que ou un poème, on aurait tendance à vouloir exactement, il aurait une influence trop grande sur vous. Donc il faut ce temps de digestion qui devienne un petit caillou dans votre paysage intérieur. Et puis après, ce qu'on fera sera habité par cette lecture, mais d'une manière imperceptible ou très, très lointaine. Donc tous ces livres, bien sûr, ont une influence, enfin une importance énorme par rapport à
à ce que je fais, que ce soit dans la musique, quand j'écris de la poésie, quand j'écris des romans, c'est complètement lié. Alors, C'est comme un flow, comme quelque chose qu'on prend pour soi et puis qu'on rejette. C'est quelque chose qui tourne. Alors, on va faire un petit exercice, Marie Modiano. Oui. Ça va vous demander un petit effort. Oui. Je vais vous demander si vous deviez là partir tout de suite sur une île déserte ou toute seule. Allez, les 10 livres absolument qu'il vous faut avec vous. Les 10 auteurs. Alors, reprenons un peu ce qu'on a dit plus tôt. On va commencer par Shakespeare. Comme ça va me donner... Je m'ennuierai pas. Alors, Edin. Edda. Comme ça, au moins, je m'ennuierai pas. Donc, l'intégrale. Hein. Ouais. On triche allez. un peu, mais on y va. On peut... Je voulais pas demander avant parce que ça m'intéresse justement de... Je parlais de Balzac, oui. Parce que ça, je ne m'en lasserai pas de lire et relire et redécouvrir des livres. Donc, allez, hop, la comédie humaine. De Dickens, je prendrai aussi Les Grandes Espérances. On peut prendre aussi Oliver Twist et David Copperfield, comme ça, parce que je vais y rester longtemps peut-être sur cette île. Donc, et puis, allez, prenons Malcolm Lowry, ce que je disais, au-dessus du volcan. Prenons Martin Eden. Alors quand même, je dois dire, prenons quand même Voyage au bout de la nuit. Hein. De Céline. Prenons-le. Ouais. Prenons Mort et Crédit aussi, tant qu'on y est. Allez, il vous en reste 3-4. Ça dépend si on prend l'intégrale de Céline. Si si j'ai le droit d'emporter de la poésie, prenons Blaise Cendrars, peut-être le Transsibérien. Prenons aussi peut-être les poèmes sur Rome de Pasolini. Ouais. Et, allez, il en reste 2. Il en reste 2. J'aimerais bien prendre Bonjour Minuit de Jean Rhys. Ouais. Et... On n'a pas pris Carson McCullers, je crois. Et La balade du café triste de Carson McCullers. Quand même. Voilà. Merci pour ce choix parce que c'est pas évident. Merci à vous. Merci. Je vous ai pas prévenu, donc c'est exprès. On quitte précipitamment la maison, faut partir. Qu'est-ce qu'on emmène? Bon, Marie Modiano, pour conclure ce podcast, on a une petite habitude, c'est de demander à nos artistes invités de nous lire un texte de leur choix. On a parlé tout à l'heure de Valérie Larbaud. Alors maintenant que j'ai parlé d'interprétation, j'espère que je vais bien vous le lire Et donc, dans de recueil, les poésies de A.O. Barnabouth, il y a ce poème que j'aime beaucoup qui s'appelle L'ancienne gare de Cahors. On vous écoute. Voyageuse, ô cosmopolite, à présent désaffectée, rangée, retirée des affaires. Un peu en retrait de la voie vieille et rose au milieu des miracles du matin, avec ta marquise inutile, tu étends au soleil des collines ton quai vide. Ce quai qu'autrefois balayait la robe d'air tourbillonnant des grands express. Ton quai silencieux au bord d'une prairie, avec les portes toujours fermées de tes salles d'attente, dont la chaleur de l'été craquelle les volets. Ô gare qui a vu tant d'adieux, tant de départs et tant de retours, gare, ô double porte ouverte sur l'immensité charmante de la terre, où quelque part doit se trouver la joie de Dieu, comme une chose inattendue, éblouissante. Désormais tu reposes et tu goûtes les saisons, qui reviennent portant la brise ou le soleil, et tes pierres connaissent l'éclair froid des lézards, et le chatouillement des doigts légers du vent dans l'herbe, où sont les rails rouges et rugueux de rouille, et ton seul visitaire. L'ébranlement des trains ne te caresse plus,
Il passe loin de toi sans s'arrêter sur ta pelouse, en te laissant à ta paix bucolique, ô gare enfin tranquille, au cœur frais de la France. Merci, Marie Modiano. Et surtout, Merci beaucoup. stay wild, keep reading. Stay wild, keep reading. Le podcast qui donne envie de lire. Animé par Sylvia Mine et produit par Reading Wild.